Faudrait-il parler de la toute première divergence au sein de l'opposition? Madame, Messieurs, la question du porte-parole de l'opposition divise la coalition Lamouka et nous recevons à cet effet l'honorable Christophe Lutundula. Il est secrétaire permanent du bureau politique d'Ensemble pour le changement. Honorable, je vous salue à la place des téléspectateurs. Le G7, ou en gros Ensemble pour le changement, s'organise pour le poste de porte-parole de l'opposition. Pendant ce temps, le MLC, la dynamique pour la vérité des urnes, mais également les nouvel élan de Adolphe Muzito s'opposent. On se dirige vers un éclatement? Non, moi je crois que c'est une clarification. Il existe dans ce pays une constitution qui, en son article 8, reconnaît l'opposition et affirme même que les droits de l'opposition sont sacrés. Les deux, en application de cette constitution, l'article 8, donc alinéa dernier, il y a une loi portant statut de l'opposition. Et cette loi a valeur de loi organique. Très bien. C'est la loi 07-008 du 4 décembre et les principes fondamentaux qui fixent le droit, le devoir de l'opposition et les principes fondamentaux de son organisation. Lorsque vous lisez cette loi, à son article 18, il est clairement disposé qu'au niveau national, l'opposition est représentée par un porte-parole. Et dans l'exposé des motifs, il est nécessaire de le souligner, le porte-parole n'est pas l'autorité morale de l'opposition, n'est pas le chef de file de l'opposition. Très bien. Il a les attributions de représentation auprès des institutions et de tiers. En fait, si je parlais lingala, Molobelia, c'est pas Mokonzia, opposition. Et l'article 19 de la même loi, l'article 20 aussi, fixe les modalités de la désignation du porte-parole de l'opposition. C'est-à-dire que dans le délai de 30 jours, à compter de l'investiture du gouvernement, les députés sénateurs de l'opposition se réunissent sous la facilitation du bureau de l'Assemblée nationale et de celui du Sénat pour désigner les porte-parole de l'opposition, soit par consensus, et s'il n'y a pas de consensus, par élection à deux scrutins. Mais cette réunion, les deux présidents la convoquent à la demande de l'un quelconque de groupe parlementaire, sous-entend de l'Assemblée nationale ou de groupe politique de l'opposition. Très bien. Et à l'heure actuelle, pour les téléspectateurs, nous avons 5 groupes politiques et parlementaires. Au titre de groupe parlementaire, nous avons le groupe MSG7, AMK et Alliés, MLC et ADN. C'est là que se trouve l'élan et la dynamique de l'opposition. Du côté du Sénat, on a 2 groupes politiques, le groupe Ensemble pour le changement et le groupe MLC. Au total, députés et sénateurs, je crois que nous faisons 13 plus 98, ça fait à peu près 112. Et c'est à bon droit que le groupe MSG7, un des groupes parlementaires, a saisi les 2 présidents des chambres avant le 7 octobre, parce que le gouvernement a été investi le 7 septembre. Donc le délai, c'est un délai d'1 mois pour leur demander d'appliquer la loi et de nous appeler à cette réunion-là, si vous voulez, des désignations de porte-parole de l'opposition. Maintenant, parce que vous avez parlé du squad du MLC et tout ça. Le MLC, la dynamique pour la vérité des Quelle est la raison que ces 2 groupes parlementaires, disons, de ce groupe parlementaire, parce que la dynamique... C'est un groupe parlementaire. C'est un groupe parlementaire. Oui. La raison est invoquée. C'est que, pour nos amis de ce côté-là... D'ailleurs, je vous rappelle que Fidel Babala l'a dit, c'est un ténor au sein du MLC, que le fait des choix pour l'opposition de se choisir un porte-parole, c'est crédibiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Voilà. Nous avons soutenu Martin. Nous n'avons pas soutenu Félix. Et il faut éviter de nous donner des leçons sur ce point-là. Très bien. Allez-y. 2. Et
les élections, le résultat produit par la CENI, avalisé par la Cour constitutionnelle, ont été ce qu'ils ont été. Nous avons été meurtris dans nos convictions et dans notre combat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On continue avec le deuil, ou bien on fait le deuil pour s'organiser, s'armer, au sens démocratique du terme, afin d'affronter les défis à venir, les enjeux à venir, et de le gagner et changer. C'est ça. Les uns disent eux, Martin dit, Martin Fayulu, j'ai été élu président de la République. C'est moi le président de la République. Très bien. Je ne suis pas dans l'opposition. Et la dynamique, les MLC, encore que bon pour les MLC, j'attends que les MLC le confirment. Même si Babala est un de ténors du MLC. Mais Nouvel Élan a confirmé, bon, Dynamique a confirmé. Eux qui soutiennent ce point de vue de Martin, qui ne sont pas dans l'opposition. Parce que Martin est chef de l'État. Le problème, c'est d'obtenir que Martin ait l'impérium. OK? Mais nous avons fait le deuil. Nous avons fait le deuil. Là, c'est ensemble pour les changements. Ensemble pour les changements. Mais je préfère prendre des catégories légales. Les groupes parlementaires MSG7, le groupe parlementaire AMK et Alliés et le groupe politique ensemble. Nous disons, nous avons fait le deuil. Maintenant, on est tombé sans le vouloir, mais il faut savoir se relever. Se relever, c'est continuer le combat, organiser, affûter les armes, comme je l'ai dit. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu le résultat. On nous a minorisés, contrairement à ce que le peuple a exprimé dans les assemblées provinciales, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Nous ne sommes même pas, quand vous prenez tout au plus, en tout cas... C'est une centaine. En tout cas, une centaine. Une centaine. Alors là, il faut se battre, il faut s'organiser. Quel est le canal qui nous reste? Il y a une loi qui nous donne une fenêtre. L'institutionnalisation. Pour vous organiser. Pour nous organiser. Mais pendant ce temps, vous refusez de consoler celui qui pleure. Non, il ne faut pas dire ça. Ce qui s'est passé, ça ne concerne pas que Martin Fayulu. Ça, c'est égoïste de raisonner comme ça. Ça nous concerne, nous tous, d'autant plus que par la suite. Il y a eu des invalidations de nos députés. L'opposition, sans compter les parlementaires, à l'Assemblée des députés, nous étions à peu près 113. Et on nous a rabattus jusqu'à descendre à 98. Vous comprenez? Donc, ça nous concerne tous. Et comme j'ai toujours dit, la vérité des urnes n'est pas quelque chose de conjoncturel. C'est un combat permanent. C'est la transparence et la crédibilité des élections. Aujourd'hui, demain, après-demain, tant que nous n'avons pas des élections transparentes et crédibles, on ne va pas stabiliser les institutions, on n'aura pas garanti la paix civile. Et de tous, nous nous battons pour ça. Alors, s'il y en a qui estiment que le cadre légal, l'opposition légale, ça ne nous concerne pas, c'est de leur droit, il ne faut pas leur en vouloir. Comme eux aussi doivent être sportifs, des démocrates, et ne pas nous en vouloir. Si nous estimons que nous, qu'il y a un filon, un petit filon dans la loi portant statut de l'opposition, on va l'optimiser, on va l'utiliser pour que ce qu'on nous refuse dans les institutions, avec ce qui s'est passé aux élections, nous puissions tant soit peu le récupérer à travers le cadre légal. Voilà, c'est ça la différence. Alors maintenant, j'ai parlé de la clarification. Ça signifie ceci. Eux disent, tant que Martin n'est pas chef de l'État effectif, il n'y a pas d'opposition à organiser. C'est ça la conséquence. Nous disons, il y a une opposition, d'autant plus que nous n'avons jamais demandé dans Namouka, ni ailleurs, à nos élus provinciaux nationaux de ne pas siéger. De ne pas siéger. Il fallait être conséquent. Voilà un exemple, Étienne Tshisekedi ou Moulumba, que son âme repose en paix, un modèle pour nous tous. Quand lui a dit « Je ne reconnais pas l'élection de Joseph Kabila, je ne reconnais pas les institutions », il a demandé à ses députés de quitter. Évidemment, tout le monde n'a pas quitté. Mais il est resté logique. Vous savez que même quand nous négocions
sous la modération des évêques. Il y a certaines choses, les vieux disaient non, moi ça ne me concerne pas. Vos institutions actuelles, ça ne me concerne pas. Alors on ne peut pas d'un côté dire, nous restons là-bas, on nous dit oui, là-bas c'est le choix du peuple, mais enfin, c'est le même cycle électoral. Qu'est-ce que ça signifie ça? On ne peut pas rester là-bas avec des députés, des sénateurs et dire on ne reconnaît pas les institutions. Parce que l'opposition ici, c'est une opposition institutionnelle. Et enfin, par rapport à ça, quelle est la relation logique qui existe ou qu'on peut tisser entre le fait de nous organiser pour consolider nos rangs et la reconnaissance de Félix ou de je ne sais pas qui? Moi, je ne vois pas le lien. Bon, quelque part, est-ce que le fait de se choisir un porte-parole de l'opposition, pour vous, Ensemble pour le changement, on vous soupçonne de pouvoir rapprocher Moïse Katumbi auprès de Félix, qui naturellement ne peut pas être son opposant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant les élections, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi étaient des amis et ils peuvent les rester même après les élections. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur de Mitterrand. Il était du Parti socialiste. Hein? Son père était de la droite. Vous comprenez? Et puis, il faut lire la loi. Qu'est-ce que c'est qu'un opposant au terme de l'article 1er de cette loi? L'article 2, je crois. L'article 2, parce que moi, j'aime toujours parler avec la loi en main. Au terme de la présente loi organique, il faut entendre par opposition politique le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif et ou ne soutiennent pas son programme d'action au niveau national, provincial, urbain, municipal ou local. Et l'article 3 dit, les partis politiques et regroupements politiques dans les assemblées délibérantes font une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique auprès des bureaux respectifs de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Assemblée provinciale, des conseils des villes municipales, des secteurs ou des chefferies. C'est ce que nous avons fait. Donc nous sommes une opposition légale. Nous avons fait ça. Donc il n'y a aucune carte en désignant Moïse Katumbi comme votre candidat à ce poste. Attends. Donc, nous sommes dans le cas... Il ne faut pas être comme M. Jourdain, qui fait la poésie et la prose, qui dit qu'il ne sait pas s'il fait la poésie ou la prose. Hein? Nous sommes dans l'opposition. C'est pour ça qu'on parle de l'opposition républicaine. Alors, la loi vous dit, si vous êtes dans le cadre légal, vous devez avoir un porte-parole. Il vous dit, on doit vous donner un budget. Il vous dit, votre porte-parole a rang des ministres d'État. La loi vous dit, dans ces conditions-là, les autorités nationales ne peuvent pas refuser de recevoir l'opposition et de lui donner toutes les informations concernant la gestion du pays. L'article 10, les responsables des partis politiques et des regroupements politiques de l'opposition politique, à différents niveaux, sont reçus par les autorités ou leurs représentants à leur demande ou à l'initiative de celle-ci. La loi nous dit, si vous êtes dans le cadre légal, dans les assemblées délibérantes, vous devez être dans les organes de gestion. Tout ce qu'on réclame aujourd'hui. Mais ça vient de cette loi. Alors, où est le problème? Vous parlez de Moïse Katumbi. Parce que, à l'article 19, on parle du consensus ou de l'élection. Si vous faites l'arithmétique politique, le poids numérique qui est prévu ici et même dans nos règlements intérieurs respectifs à l'Assemblée et au Sénat, les groupes parlementaires qui se réclament de Katumbi, MSG7, 39 députés, AMK, 30 députés. Ensemble, le groupe politique, ça fait 7. Ça nous fait à peu près 39, 30, 69 plus 7, 76, 71 membres de cette assemblée, députés, sénateurs. Naturellement, il est de bon droit, il est logique de penser que c'est Moïse qui est la personne la mieux positionnée. Je parle en martelant pour qu'on se comprenne. Mais nous, ce n'est pas ça notre vision. Dans quel sens? D'abord, j'ai dit qu'il faut dédramatiser
décomplexé en disant ce n'est pas l'autorité. Mais nous disons, faisons tout pour sortir un porte-parole par consensus. Si c'est Moïse, tant mieux. Et nous proposons même des compromis, nos 3 groupes parlementaires et politiques. C'est que, contrairement à la philosophie de la loi, qui ne détermine pas la durée du mandat du porte-parole, en principe c'est 5 ans, la législature. Mais dans un projet de règlement intérieur que nous allons soumettre à la discussion, que nous soumettons déjà à la discussion, nous disons, pour que toutes les personnalités de l'opposition, toutes les composantes jouent un rôle, aient un espace de parole et d'action, le mandat va être de 2 ans et demi, c'est-à-dire sur les 5 ans, on aura au moins 2. Là, c'est un cadre privé. Oui, oui, mais on peut démissionner, c'est conforme, parce qu'ici, la loi prévoit même la manière dont le mandat du porte-parole prend fin. Et nous proposons aussi de faire la distinction entre les fonctions de représentation et les fonctions de gestion. Fonction de représentation légalement sur le porte-parole, mais la gestion, nous proposons même la création de 2 organes, 3 organes importants. Très bien. L'Assemblée plénière, je vais terminer. Allez-y, oui. Le présidium, qui doit réunir les principaux leaders de l'opposition, parlementaires et extra-parlementaires. Parce que la loi dit qu'il faut tenir compte de l'opposition extra-parlementaire. Et nous proposons une coordination qui a en fait toute proportion gardée, mais pour faire comprendre, une sorte de premier ministre de l'opposition qui gère l'action quotidienne de l'opposition, son programme. La gestion des finances, nous disons, oui, c'est la loi qui dit, l'ordonnateur principal, c'est le porte-parole, mais il a aussi la possibilité de déléguer ça au coordonnateur, et en tout cas, il se conserve. Voilà l'esprit qui est le nôtre dans notre famille politique, partagé avec Moïse Katumbi, qui insiste. Le problème, Josué, est que si on ne s'organise pas, nous signons encore une fois la défaite et l'ostracisme, un terme encore très fort, l'exclusion dont nous sommes aujourd'hui victimes reviendra. L'enjeu, c'est celui-là. Mais si vous considérez, vous MLC, vous Envol, vous Dynamique, que nous ne pouvons pas nous organiser, vous continuez à faire votre deuil, c'est votre droit. Alors, restez là où vous êtes. Nous qui voulons nous inscrire dans la loi, nous nous organisons conformément à la loi. Alors là, le consensus va éloigner de votre démarche, puis ça sera, il faut élire. Mais nous devons parler de ces lettres ou de ces coups bas qui existent entre... Un petit lien, oui. si vous permettez. Il faut faire attention ici. Pendant toutes ces législatures, depuis qu'on a adopté la loi, on n'a jamais eu un porte-parole. Vous savez pourquoi? Jusque-là. À cause des divisions de l'opposition, sur base des égaux. Et ceux qui sont au pouvoir, qui ont toujours contrôlé les bureaux des chambres, ils surfent sur ça. Ils attisent ces divisions, ils nous neutralisent. Tantôt on vous dit qu'il faut le règlement intérieur. La loi est là. La loi ne subordonne pas la désignation du porte-parole à l'adoption du règlement intérieur. À la limite, on peut dire on désigne le porte-parole et on s'organise pour adopter le règlement intérieur. Mais ce n'est pas ce que nous proposons. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu ça. Alors, si vous continuez comme ça, ça signifie que vous faites une passe en or à l'autre camp, au FCC, au cash. Alors que le président de la République nous a lancé un défi, le peuple le sait, la communauté internationale, le président de la République répète tout le temps, je suis prêt à accompagner l'opposition. J'ai besoin d'une opposition crédible, qui fasse le contrepoids au gouvernement, qui apporte des propositions alternatives. Le président le dit, il n'y a même pas une semaine, il a dit ça. Alors finalement, vous allez dire, non, Félix Tshisekedi, il n'a pas été bien avec nous, il est ceci, cela. La barre est dans notre camp. Très bien. Voilà. Alors, nous allons parler de ces coups bas, appelons ça question-réponse entre les ministres de l'Intérieur et les gouverneurs, puisque Ngobila a nommé, a permuté, et que le ministre de l'Intérieur demande à ses gouverneurs de la ville de Kinshasa de pouvoir retirer son arrêté, est-ce que cela pouvait faire office des jeux de questions-réponses au sommet de l'État entre les hautes personnalités qui gèrent la res publica? Comment vous analysez cette question, honorable Tounouba? Laissez-moi vous dire ma déception. La République n'est pas dans la rue. La République ne peut pas être dans les réseaux sociaux. Ça, c'est de un.
des deux, il n'y a pas match. Il ne peut pas y avoir match sur la matière. Parce qu'il existe des lois où on les applique, on ne les applique pas. À moins qu'on adopte la posture d'une fausse coalition, d'une cohabitation assez chaude, où on s'attaque par derrière, on se fait de petits coups, de coups bas. C'est ça ce que ça signifie. Il n'y a pas une coalition en fait. Il y a une cohabitation forcée apparemment à avoir des choses comme ça. Pourquoi je dis qu'il y a des lois? Moi, j'aime toujours parler sur la base de textes pour qu'il n'y ait pas de discussion. J'ai ici, journal officiel, hein, la loi portant organisation de ce qu'on appelle les ETD. Je vais vous lire l'article 126. Comme ça, nous pouvons avancer dans la discussion sans trop de problèmes. Voici ce que dit l'article 126 de cette loi. En attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la Commission électorale nationale indépendante, instituée par la Constitution, les autorités des différentes entités territoriales décentralisées actuellement en poste sont gérées conformément aux dispositions du décret-loi 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales. Et cette loi de base, je l'ai amenée ici pour nos compatriotes. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, les autorités concernées, pour mémoire, ce sont actuellement les maires adjoints dans les villes, hein, les administrateurs des territoires, les bourgmestres et leurs adjoints. Et puis vous avez les chefs de secteur, chefs de chefferie, chefs de cité, chefs de groupement. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit ceci. Les autorités soumises au présent statut forment un corps dont la hiérarchie est déterminée par l'ordre dans lequel les autorités sont énumérées à l'article 1er. Je viens de vous les énumérer. L'article 3, sous réserve de ce qui sera dit à l'alinéa 2. L'alinéa 2 dit que pour les administrateurs du territoire et leurs assistants, les chefs de cité se par concours. Les autorités visées au point 1 à 6, c'est-à-dire à l'époque, gouverneur jusqu'à l'administrateur du territoire assistant et le bourgmestre adjoint et les chefs de cité. Donc, ces autorités-là, eh bien, elles sont nommées par le président de la République sous proposition du ministre des Affaires intérieures, en fait, du ministre de l'Intérieur. Très bien. Et ça continue. L'article 5. Le ministre de l'Intérieur, donc Affaires intérieures, nomme les chefs de secteur et les chefs de cité, les chefs de secteur et les chefs de cité adjoints. Il reconnaît les chefs de chefferie et les chefs de groupement. L'article 7, le ministre des Affaires intérieures peut par arrêté motiver, suspendre toute autorité chargée de l'administration des circonscriptions territoriales pour compromission dans l'exercice de ses fonctions ou manquement au devoir de sa charge. Là, c'est la loi. C'est clair comme de l'eau claire dans la loi. On ne transige pas avec la loi. Très bien. Même si elle est mauvaise, même si malaise. La nomination voilà. dont, évoquée par la loi, je vais dire, c'est une nomination définitive. Oui. Alors, nous sommes dans un cadre provisoire où les élections ne sont pas renvoyées au calendrier grec. Mais vous voulez dire sont renvoyées au calendrier grec? J'ai dit les élections. Au fait, on n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Vous surfez sur le fait que c'était des intérimaires. Mais attendez un peu là. Dans chaque administration, même dans les ministères, il y a des fonctionnaires qui sont des permanents. Si quelqu'un qui doit être élu, qui ne peut accéder au poste que par élection, n'est pas là, soit qu'il vient de mourir, soit que je ne sais pas quoi. Il y a incompatibilité, par exemple. On trouvera toujours le fonctionnaire le plus élevé en grade et dont le ministère est le plus important dans la hiérarchie des ministères, qui fait l'intérim. Ça, c'est de un. De deux, si moi j'étais le gouverneur, la première chose, aussitôt, l'état des lieux fait, c'est de saisir le ministre de l'Intérieur. Voilà la situation. Et qu'est-ce qu'on fait? Qui a compétence par rapport à la loi. Par rapport à la loi. Oui. La ministre de l'Intérieur verra, là où c'est lui qui est concerné,
il y pourvoit pas de nomination. Là où c'est le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, à mon avis, fait rapport au président avec des propositions et en parle au Conseil des ministres pour qu'on trouve une solution. Et les ministres, en ce moment-là, il peut, à la limite et limitera, écrire au gouverneur, je vous délègue le pouvoir de nommer un intérimaire, si tant qu'on peut nommer un intérimaire. Après tout, l'intérimaire ne reste pas moins une autorité agissant dans le cadre de fonctions dont il est intérimaire. Donc, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas rafraîchir la loi comme ça. Et la loi portant, la loi, je crois, 08/012, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration. Qu'est-ce qu'elle dit à l'article 64? Que le gouverneur de province, dans les compétences, dans les matières qui relèvent de la compétence du pouvoir central, il supervise, il coordonne. L'article 65 dit qu'ils sont responsables devant le gouvernement sur ces matières-là. Et l'article 66 dit qu'on peut même annuler. Et ici, c'est la compétence qui relève du pouvoir central, le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur. Donc, sur le plan technique, ça ne se discute pas. Alors, et puis aussi, je peux dire quelque chose. Oui. Mais, collectif de gouverneurs. J'aime bien tous ceux qui ont signé. Ce sont des amis, des petits frères. J'ai de très bonnes relations. Mais si on parle science, on parle responsabilité. Mais les gouverneurs ne peuvent pas faire un collectif comme si c'était un syndicat. Je ne sais pas ce que ça signifie, ça. Mais il peut y avoir... Il faut éviter... C'est pour ça que je dis que c'est une coalition qui n'en est pas une. Et de là, on peut supputer n'importe quoi. Et le drame, c'est que tous les deux gouverneurs sont de la même famille politique, la même obédience politique. Vous voyez, ce sont des choses qu'il faut éviter. S'il était préférable, même si le gouverneur, le ministre de l'Intérieur, a publié le message, c'est le message qu'il a publié, pour dire, attendez, c'était simple de venir le voir. La même chose aussi, je m'excuse, la question des commissaires généraux. Mais je peux vous lire la loi portant, comment dirais-je, la loi sur les principes fondamentaux, excusez, parce que je préfère qu'on parle sur la base. Bon, si vous lisez l'article 23, qu'est-ce que l'article dit? Le gouvernement, le nombre des ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Vous comprenez? L'article 30, le gouverneur dispose d'un cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser 10. Les ministres provinciaux disposent chacun d'un cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser 4. Ça, c'est la loi. Vous nommez des commissaires généraux ayant rang de ministres provinciaux qui viennent siéger au gouvernement, au Conseil des ministres. C'est de la tricherie. C'est la violation flagrante de la loi. Moi, je comprends. Et je peux vous dire comme député, je n'ai pas été d'accord avec ça. Parce que quand vous lisez la Constitution, c'est un acte réglementaire, l'ordonnance du président, qui organise le gouvernement. Et d'ailleurs, c'est une instruction du Premier ministre qui fixe le nombre de membres du cabinet. Comment nous, à notre niveau, j'ai dit ça à l'époque quand on discutait de cette loi, j'ai dit, mais comment nous, à notre niveau, il y a un esprit du constituant, nous légalisons, nous réglementons par une loi les histoires de gouvernement. Non, laissez chaque gouverneur, selon le besoin de sa province, le ressources de sa province, voir quelle est la meilleure façon de s'organiser. On a dit, non, 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 il ne faut pas de clientélisme. Ça va opérer la trésorerie des provinces. Chacun va amener sa famille, les militants de son parti. C'est pour ça qu'on a réglementé. Alors, si on veut faire autre chose, il faut changer la loi. Il faut changer la loi. Nous constatons que selon vos interventions, qu'il y a eu violation de la loi. Mais maintenant, dernière question par rapport au gouverneur. Puisque le ministre a saisi le gouverneur, les gouverneurs ont réagi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a crise, il y a blocage. Que exige le retour à la loi, selon vous? Moi, je considère qu'on ne peut pas transiger avec la loi. Et nous souffrons dans ces pays du non-respect de textes. Je viens de vous donner même l'esprit de ces différents textes. Le gouverneur doit reporter leurs arrêtés et venir discuter avec le vice-premier par la conférence de gouverneurs. Quand vous lisez l'article 200 de la Constitution, la conférence de gouverneurs a pour quelle mission? C'est en fait l'harmonisation, la concertation, même la loi portant dispositions relatives aux modalités pratiques d'organisation de fonctionnement de la conférence de gouverneurs. Et la mission, c'est de proposer
de faire des recommandations sur la politique à conduire et sur la législation à édicter. Mais ce n'est pas une instance pour trancher ce faux conflit. Vous comprenez? Pas, et puis ça se réunit en principe 2 fois l'an. Même si dans le passé, c'était difficile de décrypter le message à travers cette irrégularité des réunions de conférence de présidents. Donc, il n'est pas tard. Ils sont dans une coalition. Moi, de l'opposition, je me serais enfoncé dans la brèche. Mais bon, nous sommes une opposition de contribution, pas de tolérance, non, pas de complicité, encore moins de compromission. Nous devons montrer à la population que nous avons des propositions alternatives. C'était très simple. Il faut exécuter le message, la décision de M. le vice-ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Faire des rapports et venir discuter avec lui des solutions à adopter devant cette situation. Je ne pense pas que partout il n'y a pas de maire, les administrateurs du territoire. Mais je vois quelque part là un petit problème. Il faut avoir le mien. C'est ça. Oui, FCC se sont partagés. Je parle dans d'ailleurs, l'UDPS avait jubilé. Dans le contexte d'une culture de pouvoir qui est la nôtre, malheureusement. Je dis, bon, ça, celui-là, la tête ne me plaît pas. Oui, celui-là, à l'époque, il est venu quand 1+4, on se partageait la territoriale. Ce chef de secteur, il est de telle obédience, de la famille de telle. Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à nos 2 gouverneurs, dont le mien, le gouverneur de la ville, que j'apprécie avec ce qu'il fait, mais quelque part, on peut faire des supputations comme ça. Très bien. Alors, honorable, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous en prie. C'est une question que beaucoup se posent. Y a-t-il des rumeurs sur le rapprochement Katumbi-Kabila? Selon le journal que j'ai lu aujourd'hui, sans citer les noms, il y a Célestin Mbouyou qui consulte déjà pour voir la possibilité de rapprocher les 2 partis. Bon, quand je dis les 2 partis, les 2 personnalités, est-ce que y a-t-il un remaniement, prochain remaniement qui clignote lorsque Kabila veut recruter Katumbi dans ses rangs? Ça, c'est vraiment, je m'excuse beaucoup. Oui, j'irai très loin pour dire qu'on ne prépare pas Katumbi pour 2023 ou 2028. Dès qu'on forme un gouvernement, on pense à un autre gouvernement. Mais c'est quelle façon de raisonner comme ça? Non. Oui, mais parce que là, le Congo nous a habitués à ces principes autres, toi que je m'y mette. C'est une mauvaise culture politique, c'est de n'importe quoi. Là, c'est la dernière question. Ça n'avance pas. Non. Je ne suis pas dans l'intimité de Moïse. C'est très prétentieux de le dire. Je suis un de ses proches, partenaires, et nous travaillons ensemble. C'est un homme qui me fait confiance, comme il en fait à d'autres. Moi aussi, je lui fais confiance. Mais que je sache, il n'y a pas encore eu une communication épistolaire par personne interposée, ou je ne sais pas quoi, dans ce sens-là. Je ne connais pas un message déposé sur quelle table dans ce sens-là. Ça, c'est de 1. Des 2, nous sommes occupés à autre chose, à réaffirmer notre présence dans l'opposition, à réorganiser l'opposition, lui donner une dynamique forte qui va agir. Vous comprenez? Alors, moi, je pense que soit ce sont les adversaires du président Kabila, soit ceux de Moïse, dont certains sont, je les appellerai sans hésitation, des ennemis, qui veulent discréditer Moïse en le ramenant au niveau primaire d'un tribaliste, un ethniciste et surtout, ce sont les primaires, Katangais qui ont fait sectaire, bon, je ne sais pas qui a fait ça, sectaire, qui va aujourd'hui renoncer à ses convictions, à ses valeurs, pour suivre son frère Kabila et l'aider à revenir au pouvoir. C'est ça. Donc c'est du dénigrement. Évidemment, nous sommes en politique. En politique, ça n'engage que moi. Il n'y a pas d'ennemi à vie. Comme il n'y a pas d'amis à vie. La politique, c'est dynamique. Mais nous, Katumbi, et nous qui sommes avec lui, nous tenons à un certain nombre de principes, à certaines valeurs. Et c'est pour ça que nous avons quitté. Qui nous a chassés là-bas? Personne. Personne. Vous comprenez? C'était la Constitution que vous avez chassé. Comment? Le respect de la Constitution. Qui nous a obligés de partir. Très bien. Donc, que l'opinion le sache,
il n'en est absolument rien du tout. Ok. Et il n'y a aucune démarche qui se fait de notre côté pour quoi que ce soit. Ce que nous avons toujours demandé, c'est que les jeux politiques soient un jeu loyal, un jeu transparent, qui donne une bonne image à la République démocratique du Congo, qui donne à notre pays un leadership légitime, crédible et qui gère le pays conformément aux règles normales de bonne gestion pour que le pays démarre. Très bien. Voilà. Alors, madame, messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien. Je rappelle que j'avais reçu pour vous l'honorable Christophe Lutundula. Il est secrétaire permanent du bureau politique d'Ensemble pour le changement. Honorable, merci de nous avoir aidé à produire cette émission pédagogique. Alors, merci. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement parce qu'il y a beaucoup d'équivoques. Nous sommes dans un marché de la parole et qui est un marché de mensonges et de la désinformation. Très bien. Voilà. Merci beaucoup et je vous fixe rendez-vous très prochainement, toujours sur les antennes de Siloé Télévision. Merci.